Bonjour Jean-Luc. Alors, as-tu vu aujourd'hui ce tracker? Comment ils sont tous, les trois, ils sont au point de Nemo, les autres s'éparpillent sur des milliers de milles derrière. Ça a tellement changé par rapport à l'Atlantique. Il y en a vraiment trois qui se détachent complètement. Et malheureusement, un qui va avoir du mal à suivre la cadence. On voit bien là qu'il est sur le mauvais foil et donc il a perdu un petit peu de terrain. Mais la bagarre des trois est quand même très intéressante. Derrière, il y a jusqu'à Justine Métro qui est 11e. Ils ont tous à peu près le même temps, ils sont tous à peu près dans le même système. Et après, il y a un trou énorme entre Justine Métro et ses deux petites camarades et la suite de la course, parce que ils ont le vent dans le nez, ils peuvent pas faire le cap direct, ils vont pas très vite, et l'écart va malheureusement continuer à se creuser. Je pense que Justine Métro a été la dernière à attraper le train des trois poursuivants des leaders. Et ça va être chaud pour elle, pour rester collée à ce groupe qui contient beaucoup de favoris, Jérémy Bayou, Nicolas Luneven et tout ça. Elle disait même hier qu'elle avait jamais fait des bords aussi compliqués à Nimoka. Justine, elle était un peu fatiguée, je crois, hier. Ou avant-hier, je sais plus. Ben oui, c'est normal qu'elle soit fatiguée, parce que heureusement qu'elle s'est un peu défoncée, parce que quand on voit la situation des autres, là, malheureusement, pour eux, la météo n'a pas été très sympathique, ni pour Clarisse Kremer, ni pour Samantha Davis. Et puis les autres derrière, galère. Ils sont dans des zones. Il y a une petite dépression qui est venue naître là, toute petite, mais ça provoque sur la Nouvelle-Zélande, ça provoque pour eux ils sont très serrés à tirer des bords, ils font pas le cap, ils font une route, ils font du nord-est et c'est forcément pas bon quand on doit faire de l'est, quoi. En même temps, le Cap Horn, ça se gagne. Je dis ça, j'ai dit le Cap Horn, ça se gagne. Ah exactement. Les autres s'en rapprochent, les trois premiers s'en rapprochent énormément puisqu'ils ont passé le point Nemo, qui est le point le plus loin de toute terre. Et aujourd'hui, ils sont plus proches du Cap Horn que de la Nouvelle-Zélande, alors que il y en a qui n'ont pas encore passé le Cap Lewin. Ouais. Est-ce que Jean-Luc, tu sais, ce matin, en regardant le tracker, je n'ai pas pu m'empêcher de me rappeler en mois de décembre, je crois. Non, c'était avant décembre, mais c'était l'automne aussi. En 2018, non, pas loin d'ici, t'avais à moitié cassé ton mât et t'as passé le Cap Horn avec le mât cassé dans la Golden Globe Race, ton tour du monde à la voile, c'était dans ces eaux-là, c'était par là, je crois, non? Oui, mais il n'était pas cassé. Il était juste abîmé, heureusement, parce qu'avec un mât cassé, c'est pas possible. Mais il était abîmé suite à un chavirage. Le problème, c'est que nous, avec nos bateaux, on ne pouvait pas, on était très loin d'atteindre les vitesses qu'ils atteignent là, et donc on subissait les dépressions, on pouvait pas s'en échapper. Et donc, dans une des dépressions, le bateau Matmut a chaviré et du coup, le mât s'est abîmé. Mais heureusement, il n'était que abîmé et avec une petite réparation, j'ai pu terminer. Voilà, on peut pas, dans une course avec des petits bateaux de 11 mètres, anciens, évidemment, on peut pas échapper au mauvais temps. En plus, on n'a pas de fichier météo, on sait pas tout ça, donc forcément, on subit beaucoup plus la météo qu'avec ces bateaux-là qui peuvent se positionner un peu comme ils veulent et qui vont à peu près 3 fois plus vite que les nôtres. Ouais, c'est des vitesses qui sont quand même là, surtout des vitesses hallucinantes. T'as vu, ils font du 35 nœuds, tout ça, c'est dingue. 75 km/h.
Oui, oui, hier, pendant un bon moment, il y a Charlie Dalin qui a marché à 25 nœuds de moyenne. Alors 25 nœuds de moyenne, ça veut dire évidemment qu'on fait des pointes à 30, 35 sans problème. Et donc c'est des bateaux qui vont très très vite. Les foils ont apporté une amélioration absolument énorme dans les vitesses. Le bateau, en réalité, il sort de l'eau, il est soulagé et forcément la vitesse n'a plus rien à voir avec les vitesses qu'on avait dans les premiers Vendée Globe, avec des bateaux qui étaient beaucoup plus traditionnels. Moi, je me rappellerai toujours pendant ce Vendée Globe, à chaque fois que je vois au réveil Charlie Dalin en tête, je me rappelle toi sur le ponton au Sable d'Olonne en octobre, quand je t'ai demandé ton favori, tu m'as dit j'ai navigué avec Charlie Dalin, je pense que ce gars-là, il va faire un truc. Ben oui, mais c'était pas très dur de savoir. Déjà, c'était lui qui était arrivé en tête la dernière fois au dernier Vendée Globe. Il a repris le même architecte, le même type de bateau qu'il a encore amélioré. Et donc, forcément, il a l'expérience, il a un excellent bateau. Mais il faut souligner la performance de Johan Richomme qui le talonne. Et donc, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, s'il n'y avait pas Johan Richomme, Charlie aurait tué la course. Là, on va avoir une course entre ces deux bateaux-là, plus Sébastien Simon, qui, je le crains, va se faire petit à petit décrocher, aussitôt qu'il sera sur le mauvais foil. Mais c'est une bagarre qui est très excitante. Pour faire un magnifique premier, il faut un très beau deuxième. Tu sais bien, rappelle-toi Mark Slatz, on t'a suivi toute la remontée de l'Atlantique. Exactement. Quand on gagne, c'est parce qu'il y a eu une lutte et que c'est beaucoup plus intéressant quand il y a une lutte entre concurrents que s'il n'y a pas de lutte et que on arrive à une marge énorme. Je voulais te demander, Jean-Luc, aussi une chose. Moi, j'ai surtout suivi des bateaux à l'ancienne, donc je comprends moins bien les IMOCA et les bateaux très modernes d'aujourd'hui. J'ai remarqué lorsqu'ils montrent leur logiciel de routage à bord, les navigateurs, on voit tout un tas de choses. Donc moi, j'essaie de comprendre un peu ce qu'on voit dans l'image. Et là, sur cette image qui s'affiche, c'était Clarisse Kremer à un moment donné qui montrait quelque chose. Et donc, on voit dans l'ordinateur le choix de voile. Est-ce que c'est l'ordinateur qui lui suggère selon les meilleures performances du bateau dans ce temps-là? Le routage te donne par où aller, mais il te dit aussi avec quelle voile aujourd'hui? Alors, ce qui se passe, c'est que ça fait partie de la préparation. Les coureurs, en amont d'une course, ils préparent leur bateau en naviguant énormément. L'ordinateur qu'ils ont à bord enregistre toutes les données. C'est-à-dire, ils font ce qu'on appelle des polaires de vitesse. C'est-à-dire que ils savent que avec telle force de vent, il faut tel type de voile, que c'est là qu'ils vont marcher le mieux, qu'il vaut mieux avoir le J2 et un riz que le J1 et deux riz, etc., parce qu'ils ont fait leurs essais avant. Donc tout ça, c'est rentré dans l'ordinateur, et donc ils connaissent exactement, en fonction du temps, les voiles qu'ils doivent avoir, et même le réglage qu'ils doivent avoir. C'est-à-dire, ils savent très bien que le point d'écoute, il doit être en position numéro 3. Dans toutes les régates, c'est comme ça, hein. On pré-règle le bateau, on apprend comment il marche, et on sait que par tel type de temps, le chariot d'écoute de Génois, il vaut mieux qu'il soit en position 15 qu'en position 16. Et donc, là, c'est rentré sur leur ordinateur, donc l'ordi dit, il y a tant de force de vent, et donc, forcément, l'ordi, dans cette configuration-là, la meilleure solution, c'est le J2 et un I. Est-ce que, finalement, est-ce qu'on peut dire que dans la voile aussi, dans la navigation aussi aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de changer un métier quelque part?
Là, c'est pas une question d'intelligence artificielle parce que ça existe depuis très longtemps. Avant, on le faisait à la main, ça. C'est-à-dire que on savait, on se faisait. Même moi, dans le GGR, je l'ai fait. C'est-à-dire que j'avais un tableau Excel où je savais la vitesse que je devais avoir en fonction de la force du vent que j'avais. Donc, je savais comment régler le bateau au mieux parce que justement. C'est là où la préparation est extrêmement importante parce que quelqu'un qui arrive avec un bateau qui est tout neuf, il n'a pas le temps de faire ça. Il n'a pas le temps de tout préparer puisque pour préparer ça, il faut avoir tous les types de temps. C'est-à-dire faut avoir du gros temps, mais il faut aussi avoir du petit temps, du temps médium, etc. et l'avoir à toutes les allures. Donc c'est extrêmement long de préparer ce genre de choses. Par contre, l'intelligence artificielle, c'est sûr que par exemple sur le pilote, là, ça sert énormément et les pilotes d'aujourd'hui ont fait des progrès considérables. On est très loin des pilotes qu'on avait au premier Vendée Globe où quand le bateau accélérait, le bateau était à droite ou à gauche parce qu'on n'était pas loin du pôle sud magnétique. Oui, excuse-moi, je faisais juste une parenthèse pour dire que tu parles, quand tu dis pilote, c'est le pilote automatique, parce que les bateaux dans le Vendée Globe, je dis pour les gens qui connaissent moins, ce n'est plus le navigateur qui barre le bateau, c'est le pilote automatique, en fait. C'est de ça que tu parlais. Bien. Et alors, du fait justement de l'intelligence artificielle, on se rend compte que le pilote est même meilleur qu'un bon barreur, parce que le barreur il fatigue alors que l'intelligence artificielle et le moteur du pilote, lui, il fatigue pas, sauf quand il casse évidemment. Bah écoute, en tout cas, on va continuer tous les matins à suivre ces vitesses astronomiques du Vendée Globe d'aujourd'hui, et puis on les attend, je crois, au Cap Horn vers Noël, un peu plus juste après Noël peut-être. Dis-moi une dernière chose pour pas faire trop long. Pipard est sous gréement de fortune. Elle a l'air, moi j'ai vu une vidéo hier d'elle, elle est en train d'essayer de régler ses petites voiles de ce petit bateau pour le faire aller plus vite. C'est très drôle ça. Je savais pas qu'on pouvait sous gréement de fortune se faire encore des organisations comme ça. Ben oui, parce que ce qui se passe, c'est que malheureusement pour Pipard, elle a dû installer un gréement de fortune. Alors évidemment, elle met des toutes petites voiles dessus, donc on va pas vite. Et elle cherche qu'est-ce que je peux faire pour aller un tout petit peu plus vite et rejoindre la Tasmanie un tout petit peu plus vite. Donc elle est évidemment plus en course, mais je pense qu'elle a hâte d'arriver en Tasmanie, puisque de toute façon, pour elle, maintenant, la course est terminée. Ça me rappelle, toi, une fois à Lorient, je vais jamais comprendre vraiment les marrants. Il y avait, je pense, 2 nœuds de vent, et même à 2 nœuds de vent, t'essayais quand même d'aller plus vite. T'avais passé des heures, je me rappelle te voir dans le bateau, en train de régler des voiles pour aller encore plus vite, alors qu'il y avait clairement pas de vent. C'est un truc de marrant, ça. Même dans le petit temps, il faut essayer de régler au mieux. C'est sûr que quand il y a 2-3 nœuds de vent, on n'avance pas très vite. Mais si on est réglé et qu'on peut avancer à 1 nœud et demi, alors que mal réglé on avance à 1 nœud, c'est une petite victoire. Il faut toujours essayer de régler le bateau au mieux, et le petit temps fait partie des problèmes des navigateurs. Il n'y a qu'à demander à ceux qui sont ralentis en ce moment là. Un des moments les plus durs que j'ai vécu, moi, c'était le retour de mon tour du monde à l'envers, où j'ai passé le poteau noir, qui est une zone où on n'a pas de vent, et c'est très dur parce que le bateau n'avance pas. On a l'impression que ça va jamais se terminer, et le pilote a énormément de mal à tenir le bateau parce que le bateau n'avance pas. Il pousse la barre, mais comme le bateau n'avance pas, le bateau bouge pas. Et il comprend pas pourquoi, quand il pousse la barre, le bateau change pas de cap. Et il se met en alarme et tout ça. Enfin bref, c'est une galère totale. Le petit homme, galère. Est-ce que cette année, c'est la dernière question, promis, j'arrête. Est-ce que cette année, moi j'ai l'impression que dans l'océan Indien, là, ils ont tous plus souffert. J'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que les bateaux vont plus vite ou pourquoi, mais les gens ont l'air fatigués, je trouve, les marins.
Ah ben l'océan Indien, c'est un océan qui a une mauvaise réputation, hein, ça c'est sûr. Et là, les premiers n'ont pas eu un temps épouvantable. Là où Charlie Dalin a fait le trou, c'est au moment où la dépression est arrivée. Lui, il est pas monté du tout dans le nord, il est resté en avant du front. Mais l'océan Indien est toujours un océan dont il faut se méfier. Et c'est un endroit dans lequel il y a eu pas mal de problèmes dans les Vendée Globe. Ok. Et dans la Golden Globe Rest. Ouais, ben on va en reparler tiens la prochaine fois parce que maintenant qu'on remonte l'Atlantique avec les navigateurs du Vendée Globe, moi je me rappelais toute ta remontée de l'Atlantique qui était quand même assez héroïque dans l'état dans lequel était ton bateau à menaçant de perdre le mât à tout moment. Enfin, mais ça c'est une autre histoire. Merci beaucoup Jean-Luc, joyeux Noël. Ah. Merci, joyeux Noël à tout le monde, passez de bonnes fêtes hein, et à jeudi. Merci. Au revoir. Salut.